Bonjour, Paula Yacobian. Bonjour. Vous avez été élu par 2 fois au Parlement libanais, en 2018 et en 2022. Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser la carrière après avoir été une célèbre présentatrice et journaliste à la radio-télévision? En fait, en 2016, les deux grands partis politiques, ce ne sont pas des partis politiques exactement, mais les deux grandes alliances, disons, dans le pays, 8 et 14 mars, ils ont fait un deal ensemble, une concession, ils se sont partagés le pouvoir et ils ont annulé l'opposition. Dans un pays où rien ne marche, rien ne fonctionne, il n'y avait plus d'opposition dans le pays. Alors on a décidé, quelques figures publiques avec des gens de la société civile, de commencer cette opposition. Et comme ça, avec une coalition qu'on appelle Tahaluf Watani, coalition Ma Patrie, si je veux traduire intégralement. Et on a commencé par les élections de 2018 et on continue à se battre contre ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'au Liban, il n'y a pas un gouvernement au vrai sens du mot. Il n'y a personne qui est responsable parce qu'il y a des partis politiques qui tiennent les règnes et qui n'acceptent pas d'accepter les conséquences, de payer le prix quand ça ne va pas. Donc voilà, ils se disputent entre eux quand on parle de responsabilité et ils se divisent les contrats, les secteurs publics, le clientélisme du pays. Et depuis très longtemps, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la particularité de votre parti, c'est justement la contestation, puisque c'est le titre. Oui, absolument. Et j'ai été élue toute seule. Nous étions 66 candidats en 2018. J'étais la seule à gagner mon siège. En 2022, nous sommes 13. Et dites-moi, combien y a-t-il d'Arméniens au Parlement en ce moment? Depuis toujours, il y a un système de quotas au Liban. Il y a 6 sièges pour les députés arméniens, 5 pour les Arméniens orthodoxes et 1 siège arménien catholique. Selon vous, la communauté arménienne est-elle intéressée par la politique intérieure? On ne peut pas vivre au Liban et ne pas être intéressé parce que la politique, ça se mêle de tout. Ça rentre dans nos affaires. On n'a pas d'électricité au Liban parce que c'est de la politique aussi. C'est pas que les Libanais ne savent pas comment amener l'électricité. Je vous dis, le pays est vraiment en faillite, complète faillite. On a besoin de savoir pourquoi. Alors quand on se pose la question pourquoi, on se trouve dans la politique. Et je pense que chaque citoyen libanais, il n'a pas le droit de ne pas savoir. On n'a pas le luxe de ne pas se mêler dans la politique. C'est de nos vies qu'on parle, de notre futur, de notre pays, de notre survie aussi. Très bien. Et avez-vous une idée de combien de Libano-Arméniens vivent au Liban actuellement par rapport aux années 70? Franchement, il n'y a pas de statistiques, mais très peu. Et de plus en plus, hier je parlais avec mon ami Daniel Auguste, je lui disais, nous sommes la seule communauté qui régresse, la seule au Liban. Il y a 18 communautés, c'est la seule qui régresse. Et ça, c'est dû à l'immigration. Les Libanais d'origine arménienne qui aiment beaucoup ce pays, qui s'attachent beaucoup à ce pays, vous les trouvez aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France. Et beaucoup, ils sont partis au Yerevan récemment. L'ambassade arménienne au Liban, c'est la première fois que je le dis, ils ont distribué plus que 25 000 passeports arméniens à ces Libanais d'origine arménienne. Donc, beaucoup ont quitté dû aux circonstances économiques très dures. Et pouvez-vous nous dire quel relationnel règne entre chrétiens et musulmans, et particulièrement avec les Turcs, Arméniens et Assyro-Chaldéens? Franchement, tous les Libanais, sans exception, il y a très peu d'origine turque. Il y a beaucoup plus de Chaldéens, d'Assyriens, d'Arméniens, évidemment. Il y a une très bonne relation entre tous les Libanais. Si on laisse le peuple sans la classe politique, ils sont très bien ensemble. Ils ont une relation magnifique. Et ils s'entendent très bien. C'est au niveau des politiciens où on a le problème. Et au Liban, les chrétiens sont soudés, sont ensemble dans la même crise, et les musulmans aussi. Donc
c'est le citoyen libanais qui subit la corruption, la pollution. On subit un système de mafieux horrible et qui dure et qui reste et qui contrôle tout. Donc je ne peux pas parler de chrétiens et de musulmans, franchement. On peut parler de voleurs et du reste du peuple qui est volé. Et ça n'a pas de... franchement, ça n'a pas de religion, ça. Bien, maintenant, je vais vous poser une question concernant l'Arménie. Quel regard posez-vous sur la situation politique en ce moment en Arménie? Eh bien, moi, j'étais très impressionnée par le parcours de Pachinian. Et je trouve qu'il a très bien démarré. Il a vraiment fait des réformes très importantes pour l'Arménie. Et puis, c'est la politique internationale, un petit pays qui veut s'ouvrir à l'Europe, à la communauté internationale, aux États-Unis. Alors, il a eu cette guerre à Artsakh et personne, nobody cares, on dit en anglais. Le monde s'en fout de nous. Oui, le monde a ses problèmes. L'Ukraine, la Chine, des crises de corona, des crises à n'en plus finir. Et il y a un genre de lassitude de tous ces pays où rien ne marche. Donc il y a une fatigue. Et le problème, c'est que les innocents, les gens qui veulent vivre en paix, c'est eux qui payent le prix le plus haut. C'est encore une fois le prix de la politique qui n'a plus rien d'humain. C'est la politique, disons. Quel avenir entrevoyez-vous au pays du cèdre? Franchement, on est sur un tournant très dur, très difficile. Depuis que je suis née, on avait beaucoup d'espoir. Bien que je suis née en 1976, en pleine guerre civile, mais il y avait cet espoir que la guerre va finir, on va rebâtir notre pays. Après, il y avait les Israéliens et les Syriens qui occupaient le pays. Alors, il y avait aussi l'espoir de se libérer et de vivre dans un pays qui peut redevenir la Suisse de l'Orient, comme on appelait le Liban autrefois. Mais maintenant, il n'y a plus d'occupation et les choses sont de pire en pire. Je n'ai jamais eu tellement de mal dans mon pays. Je n'ai jamais vu tellement d'atrocités, de pauvreté. Et moi, je pense que la pauvreté, c'est une forme de violence. C'est la pire forme de violence. Je pense que Gandhi a dit ça avant et ça reste toujours une réalité. Donc, je vous dis, on va se battre, on va continuer à se battre. Et je comprends que l'espoir est devenu beaucoup moins chez beaucoup de Libanais, mais j'aimerais leur dire, il faut toujours avoir de l'espoir, parce que c'est quand on perd l'espoir, c'est là-bas que tous ces méchants gagnent. C'est là-bas que les mafieux finissent avec nous. Merci. Enfin, voici deux questions posées par le journaliste éditorialiste libano-américain Apo Jabbarian, propriétaire de Armenian Life Magazine à Los Angeles. Comme beaucoup, il a quitté le Liban à la fin de l'année 75, soit quelques mois avant votre naissance. Et donc, voici la première question. La première question de Apo. Quels efforts produisez-vous pour la protection des droits des communautés minoritaires comme celle des Arméniens? Salut Apo. J'aimerais lui dire que moi, je suis la fille d'un survivant du génocide arménien. Moi, mon père est né en 1911. Il avait 4 ans quand il est venu à Alep et puis à Beyrouth. J'ai vécu le génocide chez moi, à la maison. Je connais l'histoire de mon père. C'est pas mon grand-père ou mon arrière-grand-père. C'est mon père qui m'a tout raconté, moi et ma sœur. Donc, c'était présent chez nous. Et j'aimerais lui dire que je suis un peu peut-être rentrée en politique parce que j'avais cette misère chez moi à la maison. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai toujours été rebelle et j'ai toujours voulu que ça... Je voulais toujours battre l'injustice parce que un peu j'ai le sang arménien. Donc je lui dis comme lui, en 1975, mon père a commencé à préparer les papiers pour quitter le pays. Et voilà, toutes les fois, il décidait que peut-être la guerre est finie. Je ne veux plus être réfugiée encore une fois dans un nouveau pays. Je veux rester dans mon pays, le Liban. Donc c'est comme ça qu'on est resté au Liban. Sinon,
On était un de ces gens, soit à Los Angeles, soit au Canada. Je lui dis, moi, je ne crois pas aux alliances des minorités. Je ne crois pas que ça, c'est la solution. La solution, c'est de s'aimer, d'aimer vraiment les autres, de les comprendre, d'aimer les gens. Et ça, c'est contagieux. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu utopique? Franchement, non, je ne pense pas que c'est utopique. Ça doit être une politique. Ouais, d'accord. Ça doit être une politique. Je pense que l'extrémisme est une chose qu'on ne peut pas vivre avec, quoi que ça soit notre religion. Et je pense que notre devoir, notre rôle en Moyen-Orient, c'est d'être les gens qui apprennent les autres à aimer. Moi, je me sens très fière d'être oppressée, au lieu d'être les oppressants. Je sais que c'est très douloureux et je sais que ça fait mal, mais je préfère 100 000 fois d'être tuée et de ne pas tuer. Et je pense que cette philosophie, cette politique, c'est dont on a besoin au monde entier, pas seulement dans notre région. On a beaucoup essayé l'épée et le sang et la violence. Ça ne marche jamais. Ça marche jamais. Et pensez-vous qu'un jour, le Liban pourrait être dirigé par une femme? C'est toujours Apo qui pose la question. J'aime beaucoup les questions d'Afo. J'espère, parce que je pense que ça va être une autre dynamique. Moi, je ne pense pas qu'il y a une différence entre les sexes, que les femmes sont meilleures que l'homme. Non, pas du tout. Mais être une mère, ça apporte quelque chose de différent à la politique. Et aussi, c'est que les femmes, depuis des décennies, on leur dit « vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable ». C'est pourquoi, une fois la femme, elle est au pouvoir, elle décide, elle fait des décisions beaucoup plus humaines. Et c'est ce qui fait que les femmes réussissent dans beaucoup de pays au monde. Mais moi, je suis pour le quota, je suis pour la participation de la femme, et je pense que it's disruptive, on dit en anglais. Ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer tout ce cycle de haine et d'intolérance. Donc pour terminer, j'ai pu lire dans une interview accordée à Euronews en septembre 2019 que vous craignez pour votre vie. Je fais de la politique au Liban. Si vous suivez un peu les assassinats, les gens qui sont... L'impunité au Liban, l'impunité tue toujours. J'ai la voix très haute, je ne mâche pas mes mots, je les dis tels quels. Et je suis en train de tenir face à toute la classe politique, à tous les partis politiques, à toutes les familles féodales, à tous les mafieux. Et on commence à devenir nombreux. On a commencé, on était vraiment une dizaine. Et ce courant est en train de grandir. Oui, je crains qu'un jour, comme tous les autres, comme tous les grands qui sont partis, mais aussi, je ne vous le cache pas, je ne veux pas mourir dans mon lit. C'est pas quelque chose que j'aspire. Bien, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview pour les nouvelles d'Arménie Magazine, grâce à l'entremise de notre ami Daniel Auguste, représentant les Assyro-Chaldéens. Merci beaucoup. Merci, je suis flattée, je suis enchantée d'être avec vous. Merci. C'est nous. Thank you so much. J'espère.